Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 28 de la saison 4. Je crois que je le répète dans chacun de mes épisodes, ou presque. Le maître mot dans la parentalité est la confiance en soi. Se faire confiance est essentiel, écouter son intuition, cette petite voix intérieure que trop souvent nous refoulons. Oui, mais ce n'est pas simple, parce qu'on a envie de croire, et d'ailleurs c'est bien souvent le cas, que les professionnels qui nous entourent sont des sachants et que nous sommes des novices. Sauf qu'il n'y a que vous pour connaître votre corps ou votre bébé. Alors vous me rétorquerez que c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est certain. Je suis la première à douter de mes intuitions et de mes compétences, particulièrement quand il s'agit de santé ou de l'éducation que j'inculque à mes enfants. Voilà toute l'ambivalence de la parentalité, savoir que nous sommes les meilleurs parents pour nos enfants, tout en se posant chaque jour la question de ce que l'on aurait pu ou dû faire mieux, tout en se demandant si nos enfants ne seraient parfois pas mieux sans nous. Ce constat est difficile et surtout complètement erroné, mais il est pourtant fréquent. Le parallèle avec le rapport à notre corps est aisé. Il s'agit de la même confiance et des mêmes doutes quant à nos ressentis. J'ai envie de le crier haut et fort tant c'est essentiel. Faites-vous confiance. Vous n'êtes engagé en rien, tout est réversible, seuls les délais seront allongés. Et c'est vrai que dans nos parcours, c'est le nerf de la guerre. Larissa, que vous avez déjà entendue sur ce podcast, lorsqu'elle nous a raconté sa préservation de ses ovocytes, a souhaité nous partager son parcours pour devenir maman solo. Et ce qu'il en ressort, c'est que si elle ne s'était pas écoutée, si elle ne s'était pas fait confiance, elle ne serait probablement pas mère aujourd'hui, ou certainement seulement après un parcours bien plus contraignant et invasif. Alors elle aussi a ressenti le besoin irrépressible de faire savoir ce qui pouvait se produire si l'on ne s'écoutait pas. Elle a elle-même la chance de faire partie d'une profession médicale qui lui permet de savoir où aller chercher les bonnes ressources et surtout d'avoir le bon réseau. Ce n'est pas le cas de nous tous. En revanche, nous avons tous le même privilège, le choix. Alors servons-nous-en. Je vous laisse découvrir l'histoire de Larissa et en faire bon usage. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de me retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast. Bonjour Larissa. Bonjour Constance. Je suis ravie de te retrouver pour cet enregistrement. Je dis bien te retrouver puisqu'on a déjà enregistré ensemble un épisode sur l'autoconservation des ovocytes. Et que tu as souhaité que tu es revenu vers moi, tu as souhaité enregistrer à nouveau pour parler de ton parcours pour devenir maman. Alors on verra par la suite si oui ou non tu t'es servi des ovocytes que tu avais autoconservés. Pour commencer, est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Larissa, j'ai 37 ans, je vis toujours à Paris. Maintenant, je suis maman d'une petite fille qui a 11 mois. Voilà, donc on arrive effectivement, on a déjà l'issue de ton parcours. Tu es maman solo Oui, maman solo, oui. Voilà, de 11 mois. Et l'idée de cet épisode était que tu me racontes surtout, en fait, comment tu as été suivie durant ton parcours en tant que future maman solo. Parcours que tu as choisi d'effectuer au Danemark. Ouais, exactement. Et ben en fait, j'ai commencé au Danemark à mes 35 ans. Ouais, j'ai commencé, non, j'avais pas encore 35 ans. C'était juste après le confinement, j'avais 34 ans, l'été après le premier confinement. Et je sortais d'une relation de couple dans laquelle j'ai vécu un peu quelques violences, on va dire, et qui m'a convaincue. Cette rupture m'a convaincue que voilà, mon projet à moi, c'était la maternité solo. Et sachant qu'avant, j'avais toujours vécu en célibataire, que j'avais déjà eu un projet à 30 ans que j'avais mis en pause parce que voilà, j'avais
je pouvais pas accéder à un donneur avec accès aux origines là où j'étais suivie en Belgique pour mon autoconservation. J'étais pas très au point sur le projet. Je voulais encore voyager, donc j'ai repoussé. Et puis à 34 ans, j'ai repris le projet là où je l'avais laissé. Et cette fois-ci, je suis allée au Danemark parce qu'entre-temps, je me suis bien informée sur les endroits où je pouvais accéder à un donneur ouvert parce que je voulais absolument l'accès aux origines intégrales pour mes enfants et surtout, je voulais moi aussi le choisir. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Danemark. Et j'ai contacté une clinique, que je peux donner le nom, elle s'appelle Store Clinic à Copenhague. Ouais, on a déjà eu des enregistrements. Voilà. Et qui m'a suivi sur voilà, sur quelques cycles. Donc j'ai commencé par en fait je prenais une pilule à cause de mon endométriose, donc je l'ai arrêtée l'été en mois d'août. J'ai fait ensuite en septembre tous les examens qu'il fallait faire et j'ai commencé sur mon cycle d'octobre. On a commencé sur un cycle, donc c'était compliqué parce qu'il y avait les confinements, mais il a fallu faire des papiers pour y aller. J'allais au Danemark et on a fait un cycle naturel, donc j'étais suivie sur place avec juste l'ovulation déclenchée. Donc le suivi était juste par échographie, pas de prise de sang. Voilà, pas de simulation. Ouais, pas de stimulation et pas de prise de sang. Et donc on suivait les follicules avec l'échographie. Et puis quand ils considéraient que c'était assez gros, ils m'ont déclenché. Mais c'était en fait au bout d'une semaine, à J7. C'est hyper tôt. C'est très très tôt. Et donc moi j'ai fait confiance, quoi. Donc voilà. Donc en fait je me faisais livrer les paillettes de mon donneur à la clinique. Donc sachant que la banque elle est à Copenhague aussi, donc tous les jours ils livrent. Du coup il n'y avait pas de sujet sur ce point. Ils livraient ma paillette à la clinique. J'avais pas de stock à la clinique, quoi. J'avais mon stock. J'ai un stock de 5-6 paillettes à la banque. Et ils en livraient une jour d'insémination à la clinique. Donc j'ai été inséminée à la clinique et voilà, c'était mon premier échec, donc en octobre. Après, j'ai fait un deuxième cycle où là cette fois-ci j'ai fait les échographies ici et ils me l'ont annulé parce que l'endomètre ne poussait pas assez. D'accord. Ils m'ont dit on laisse tomber ce cycle, on fera un cycle stimulé pour l'endomètre. Et tu avais déjà eu ce problème-là d'endomètre sur le précédent cycle? Enfin sur le premier où vous aviez testé? Je sais pas parce ils avaient continué le premier cycle, donc peut-être que l'endomètre avait été un peu plus épais, j'en sais rien. C'est un peu aléatoire aussi, donc là il poussait vraiment pas. On était à 4-5 à J7 ou J10 et à la fin du cycle il était à 6 mm, donc c'était vraiment pas grand chose. Et donc on reprend le cycle suivant en décembre. Ils me font une stimulation et en fait à J7, ils me font déclencher, quoi. En fait, ils me donnent pas d'orgalutrant, ils me donnent un petit donc la stimulation c'était Ménopure à l'époque, une toute petite dose et puis à J7, ils me font déclencher et voilà. Donc je me suis dit bon, c'est peut-être parce que c'était juste avant Noël. Je me suis dit peut-être que voilà, c'est fermé à la semaine prochaine, donc ils veulent faire l'insémination avant. Bon, moi je croyais que c'était vraiment tôt parce que ayant fait une autoconservation, je connaissais l'objectif de taille des follicules. Je savais qu'il fallait qu'ils aient au moins 16 et que voilà, c'était un peu là, ils étaient à 13-14 en fait quand ils m'ont déclenché. Donc je me dis bon, ok, donc là, échec et donc le cycle de janvier on reprend et je discute avec eux. Il y avait un sujet sur le fait de faire livrer les paillettes parce qu'on arrivait sur le week-end et je disais bon ce sera pour lundi et ils me disaient il faut absolument qu'on les ait avant la fin de la semaine et là je comprends qu'en fait ils veulent de nouveau faire l'insémination à J7 en fait et donc là je me dis mais en fait ça va pas marcher, ça va être la même chose, c'est beaucoup trop tôt et je commence un peu à paniquer. Je me dis bon comment je peux faire, est-ce que je me ferais pas livrer chez moi, sauf qu'en fait ça c'est plus possible. Et là, t'étais partie pour carrément abandonner le fait de monter au Danemark. Oui, parce que je me suis dit, en fait, je sens moi que c'est trop tôt. Est-ce que je le ferais pas moi-même, en fait, avec juste mes connaissances en intracervical, si tu veux. Je savais qu'il livrait à la maison à une époque, on pouvait le faire soi-même, chez soi, en fait, en insémination juste dans le vagin, quoi. Et en fait, c'est plus possible. Ils le font plus, ça, le Danemark. Donc, j'ai demandé à un ami qui m'a dit, écoute, prends conseil auprès de notre médecin. Il m'a donné des noms de gynécologues qu'il connaît qui sont spécialisés en PMA. D'abord, j'ai contacté ma propre gynéco qui m'a dit, ah non, je peux pas vous suivre. Elle était en panique. Donc, bon, elle a laissé tomber. Et j'ai contacté ces médecins-là. Et puis, il y en a un qui m'a répondu et qui m'a expliqué comment
comment je devais suivre mon cycle. Et surtout, il m'a dit, ah non, là, c'est beaucoup trop tôt de déclencher là. Il faut attendre que votre endomètre il soit au moins à 8 millimètres. Il faut que vos follicules soient au moins à 16. Et donc, en fait, il faut dès maintenant bloquer l'ovulation et continuer la stimulation. Ça veut dire prendre un médicament qui s'appelle Orgalutran et le soir prendre deux médicaments, la stimulation et l'Orgalutran, enfin les 2 injections quoi, pour bloquer et continuer à stimuler. Mais c'est hyper bizarre parce Et qu'on a l'impression que la clinique maîtrise absolument pas le sujet. bah non, eux ils m'ont jamais parlé de ces bloqueurs d'ovulation et en fait je pense qu'ils voulaient pas me le donner, je sais pas pourquoi, et que du coup ils déclenchaient trop tôt pour être sûr que j'ovule pas. Parce que s'ils Oui, attendent voilà, c'est trop, ça. Effectivement, peut-être tes j'ovule. follicules étaient trop gros par rapport au timing, mais que ton endomètre était pas prêt. Non, parce qu'en fait, si tu, oui, peut-être, mais en fait, si tu veux, le problème, c'est quand tu stimules, tu as plus de follicules que un, enfin, tu as plus que un qui se prépare, et du coup, ton ovaire émet plus d'œstrogène que ce qu'il devrait, et donc l'ovulation peut se produire plus tôt, puisque ton cerveau, il sait pas qu'il y a plusieurs Oui, tout à fait. follicules. Lui, il dit juste il y a beaucoup d'œstrogène, donc il y en a un qui est gros, donc je déclenche. Et donc c'est pour ça qu'il faut bloquer pour que l'ovulation se déclenche pas et que tu puisses amener les 2-3 follicules qui se préparent à la bonne taille en fait. Oui, tout à fait. Et donc le fait de stimuler et de pas déclencher et de pas bloquer en fait fait que tu vas ovuler plusieurs follicules trop petits au lieu d'ovuler des follicules à la bonne taille. Et donc il m'a dit bah en fait voilà, à partir de J7 là il faut commencer à prendre des bloqueurs pour pour éviter que l'ovulation se produise et pour pouvoir quand même amener les follicules et surtout l'endomètre à la bonne taille quoi. Oui, c'est ça. Et donc j'ai fait du coup j'ai un peu menti à la clinique et j'ai fait le cycle comme lui me disait de le faire. C'est-à-dire j'ai pris l'Orgalutran et puis quand j'avais 2 follicules qui étaient à 18 on va dire et que mon endomètre était à 8 et demi, là j'ai déclenché et l'insémination a eu lieu. Donc j'ai pris, en fait, quand le soir où on déclenche, il faut prendre le bloqueur jusqu'au dernier soir. Donc le soir où on déclenche, c'est une injection de steam, une injection pour le blocage, et puis dans la soirée ou dans la nuit, l'Ovitrel, donc 36 heures avant l'heure d'insémination en fait. Et du coup, ils t'ont laissé venir quand tu voulais et faire venir tes paillettes quand tu voulais quoi. Ils ont été relativement cool là-dessus. Ouais, il a fallu un peu, on va dire broder, mais bon. D'accord. Voilà, et donc du coup, l'insémination a eu lieu au bon moment, on va dire, par rapport au cycle, parce qu'eux, ils ne font pas d'échographie le jour J pour vérifier, ils font l'insémination, et voilà. Oui, voilà, oui. Donc, en fait, ils n'ont pas la main sur ce que tu envoies comme résultat non plus, finalement. Tout à fait. Voilà. Et donc voilà, parce que quand je suis allée au Danemark pour le premier essai, c'est eux qui m'ont suivi, mais après, j'aurais dit que je t'ai suivi, c'était le cas en décembre. Je faisais mon suivi, j'allais dans des centres de radio et puis je faisais mon suivi sur place. Donc voilà, donc là cette insémination là, elle a eu lieu, donc dans les bonnes conditions. Et 14 jours plus tard, donc je prends les HCG et là je vois 34 HCG 34. Donc c'est positif, mais en même temps c'est très bas. Ça c'est bien. Et donc, je demande à mon amie qui est médecin traitant et elle me dit non, mais peu importe que ce soit bas, l'important c'est que ça ait doublé ou triplé dans 48 heures. Donc là, on était lundi matin. Donc le mercredi matin, je refais les HCG, je vais travailler et à 10 heures, je sens que je commence à saigner, avoir comme mes règles. Et là, je me dis bon, ben voilà, faut se couche précoce, quoi. J'ai mes règles, quoi. Et donc, je reçois les résultats dans l'après-midi et là, je vois que c'est à 100 environ. Donc je me dis bon bah en fait ça a triplé. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça a triplé et j'ai mes règles en même temps. Et c'était pas on me dit bon bah en fait c'est peut-être un petit décollement au début de grossesse, tu peux avoir des saignements, mais là c'était pas des saignements. Moi j'avais des règles hyper abondantes, genre ça débordait, c'était terrible. Donc je rentre chez moi, je vois, désolée pour les détails, mais des morceaux d'endomètre, enfin vraiment comme une fausse couche, comme des grosses règles quoi, ou comme une fausse couche, ouais, très précoce quoi. Et donc on me dit bah faut suivre les HCG là. Donc 48 heures après je refais les HCG et là je vois qu'ils sont à 110 environ. Donc là ça n'était plus en train de doubler, mais ça stabilisait, mais ça montait quand même un peu. Et donc la gynéco qui m'avait conseillé, j'ai contacté et il m'a dit là faut reprendre les HCG toutes les 48 heures. S'il y a douleur ou malaise, allez aux urgences.
Et le samedi matin, genre je vois que ça saigne toujours autant, alors que quand j'ai mes règles, normalement, ben, ça saigne beaucoup au début, puis après, ça baisse. Mais là, on était à 4 jours et je saignais toujours autant. Genre, carrément, je m'accroupissais dans la baignoire parce que, parce que je me disais, c'est pas possible, je suis trop débordée, quoi. Et je vois que le samedi matin, ça saigne toujours autant. Et là, j'ai commencé à faire une espèce de chute de tension. Alors, je pense que c'était aussi psychologique, hein, parce qu'il y avait toujours autant de sang et que j'ai un peu paniqué. Et du coup, je me suis dit, je vais aux urgences tout de suite parce que si je suis dans les pommes après, je pourrais pas y aller, quoi. Ouais, bah oui, surtout en solo, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais aux urgences, Port-Royal à Paris. Et là, on me lâche plus après. Ils m'ont refait les HCG, c'était 120. Et ils m'ont dit, on vous revoit là toutes les 48 heures. Donc, le lundi, ça avait à peu près augmenté. En gros, le diagnostic, c'est soit les HCG baissent, c'est une fausse couche, soit les HCG continuent de doubler, c'est une grossesse évolutive avec un petit saignement de début de grossesse, soit ça stagne comme ça et c'est une grossesse extra-utérine, en gros. D'accord. Sauf que donc le lundi, ils me disent, bon, là, on se rapproche quand même de ce diagnostic-là, la grossesse extra-utérine. Moi, pour le coup, j'avais déjà demandé à mes amis gynéco, donc j'avais déjà suivi un cours en ligne de gynéco sur ce sujet, donc je connaissais l'arbre décisionnel et je savais que, en gros, ils allaient me donner un médicament et que si ça marchait pas, j'allais finir au bloc, quoi. Ouais. Donc ils me disent, en fait, on pense que c'est une grossesse extra-utérine, mais tant qu'on n'a pas localisé l'embryon, on peut pas vous donner le médicament parce qu'on est jamais absolument certain que c'est pas peut-être quand même une grossesse évolutive. Ouais. Donc je me dis, en fait, là, si tu veux, le risque de la grossesse extra-utérine, c'est que tu risques une hémorragie interne. Ouais, complètement. Et en fait, c'est la première cause de décès dans le premier trimestre de grossesse. Alors, évidemment pas en France parce qu'en France on a des pistes, mais en gros faut pas traîner, quoi. Et donc j'y allais et à chaque fois je me disais, faut que les diagnostics soient posés parce que je veux pas faire ça pendant des prises de sang là toutes les 48 heures pendant 3 semaines, quoi. Et voilà. Et donc en fait le mercredi ils m'ont dit, voilà, on a localisé une masse en dessous de votre trompe gauche ou dans votre trompe gauche, on sait pas trop. Donc on pense que ça c'est l'embryon, donc on va vous donner le médicament. Le médicament c'est en fait de la chimio. C'est un médicament donc qui va arrêter les cellules qui sont en train de se multiplier. Ça se prend par injection, donc j'ai eu ça, j'ai un peu des nausées pendant 24 heures et puis voilà, on refait un bilan une semaine après et là on voit que les HCG sont à 500. Donc ils me disent, voilà, ça n'a pas marché. Donc là elle me dit, vous avez mangé à quelle heure? Et là je comprends. Non, vous allez m'opérer là? Elle me dit, oui, dans 1 heure, rendez-vous au bloc. Donc là, ma vie s'effondre, quoi. Genre, c'est la première fois de ma vie que j'étais opérée, donc j'étais dans un état de stress. Je me suis dit, voilà, je vais mourir là, dans les caves de Port-Royal. Ouais, et puis en plus de ça, tu vois, c'est aussi le deuil de ta grossesse, même si tu avais commencé à faire le chemin, je suppose, en te renseignant. Oui. En fait, dès que ça avait saigné beaucoup, je me suis dit, c'est foutu, cette grossesse, elle va pas aller au bout, quoi. Mais t'espères quand même que c'est une fausse couche en te disant, j'ai juste à recommencer, quoi. Alors que là, la grossesse extra-utérine, c'est tout de suite autre chose, quoi. Donc, on m'a fait une sénioscopie et on m'a opéré le jour même, quoi, en urgence. Et effectivement, ils ont trouvé la grossesse. Et alors du coup, je sors du bloc, j'avais pas vu le médecin parce que c'était juste l'heure de pointe de Port-Royal, donc elle a pas pu me voir ni avant de m'opérer ni après. Et c'est seulement au milieu de la nuit, alors que je saignais encore, que là, ils ont fini par appeler l'interne. En fait, je faisais une hémorragie au niveau du col. Donc là, j'ai vu l'interne et l'interne m'a dit, on a trouvé une petite masse là qu'on a envoyée en analyse qui est probablement votre grossesse. Oui, parce que ce que j'ai pas raconté, c'est quand je me suis réveillée, j'ai entendu l'infirmier dire pas de salpingostomie, pas de salpingectomie. Donc ça veut dire qu'ils ont ni ouvert la trompe ni enlevé la trompe. Il dit au téléphone, elles ont juste fait un prélèvement utérin. Et donc moi, quand je me réveille, je me dis, non, elles ont pas trouvé la grossesse. Donc dans 1 semaine, j'y suis de nouveau, quoi. Et l'interne pendant la nuit me dit, si, on a enlevé une masse dans à côté de l'utérus, et puis on a aussi fait un curetage pour être sûr qu'il y avait encore rien dans l'utérus en plus. Et c'était ça, le fameux prélèvement utérin. Donc là, j'étais rassurée, je me suis dit, c'est bon, elles l'ont trouvé, voilà. Et de toute façon, j'étais tellement mal parce que je faisais une hémorragie que, en fait, j'ai pas cherché plus loin. Et c'est le lendemain que j'ai vu la senior qui m'a opérée, qui m'a dit, en fait, votre grossesse n'était pas dans la trompe, elle était à côté. Donc on a touché à rien. En fait, il n'y a pas eu de d'effraction d'aucune des trompes, ni de l'utérus, ni rien.
Et elle me dit, vous avez des trompes nickel, un très bel utérus, des beaux ovaires. Elle dit, mais l'important maintenant, c'est votre projet de grossesse. Et en fait, ça m'a enlevé un poids parce que je m'étais dit, bon, bah voilà, je vais perdre une trompe. Donc, du coup, ça veut dire que je pourrais plus faire d'insémination. Donc, je vais devoir faire une FIV. Donc, ça veut dire que je repars sur un projet beaucoup plus lourd. J'étais totalement défaite, en fait. Ouais, Et bah oui, je comprends. le fait qu'elle me dise que les trompes sont intactes et que du coup, ben, ça veut dire que je peux reprendre des inséminations, que bah, c'était un peu, on va dire, une bonne nouvelle dans ce malheur, quoi. Mais Et j'ai du mal à saisir quand tu dis que la grossesse était ni dans la trompe ni dans l'utérus. Elle en était fait, elle est, en général, à 90% du temps, elle est dans la trompe. Ouais. Et la mienne, c'était une grossesse vraiment dans une position ectopique. Elle était sur le ligament qui tient l'utérus. Et les D'accord. ligaments, et donc juste au niveau de Giro l'imagerie, sacré. ils n'arrivaient pas à le voir parce qu'elle était collée à la trompe, mais elle était à l'extérieur en fait, sur le D'accord. ligament. Donc on ne sait pas si la fécondation s'est faite là et que du coup c'est extra-utérin depuis le début, ou si j'ai fait juste une fausse couche qui s'est vidée par le haut et que du coup l'embryon est Et remonter. sorti Ouais. par la trompe et allait se mettre là. En tous les cas, elle était à cet endroit-là et du coup ils n'ont pas eu besoin d'enlever une trompe, quoi. D'accord, ok. Et donc ça, c'était pour moi un gros soulagement. Plutôt la très bonne nouvelle, la seule, mais c'était la bonne nouvelle, quoi. Voilà, donc après, il faut attendre que les HCG retombent à 0 pour être bien sûr que c'est terminé. Et ensuite, j'ai dû refaire les examens, tu sais, l'hystéroscopie. Ah, t'as dû tout refaire. Voilà, parce que comme il y avait une chirurgie, il fallait être sûr que tout était clean à l'intérieur, surtout qu'il y avait eu un curetage, donc que les parois n'étaient pas collées, que tout était bon. Donc à chaque fois, il faut attendre le cycle suivant pour le faire en début de cycle. En plus, moi, il y a eu un petit souci, c'est qu'ils ont oublié une mèche au fond de mon vagin, donc j'ai dû attendre encore le cycle suivant, et donc j'ai pu reprendre que 6 mois plus tard. D'accord, Voilà. ok. Ils avaient oublié une mèche. Et des fois, Ouais, je en me demande fait, comment c'est possible. en fait, je sais pas, il y en avait une qui était vraiment très très collée au fond, et elle m'avait mis 2 mèches et l'infirmière elle m'en a retiré qu'une, et je sais pas si elle savait pas ou si elle l'a pas vu, mais en tout cas, moi je l'ai pas senti. Et c'est seulement quand j'ai vu le radiologue qui m'a dit, ah, c'est pas possible, là, il y a quelque chose au fond de votre vagin, je peux pas, là, c'est trop sceptique, quoi. En gros, je peux pas intervenir là, il faut attendre le cycle suivant. Donc voilà. D'accord. Du Ok. coup, c'est un aléa. Apparemment, c'est assez courant les compresses. Et voilà. Bon, elles sont, évidemment, c'est pas, il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de complications. C'est juste que j'ai perdu un mois, quoi. Oui. Non, mais et puis dans nos parcours, un mois, c'est tellement long. Mais Je c'est veux dire, ça, c'est que tu te dis, c'est pas possible, je vais jamais en finir. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus Et t'as eu du Et soutien pendant tout ce temps-là parce que, enfin, on rappelle que t'es dans un ouais, mais parcours j'avais solo. mes amis sont très étaient très investis, très motivés. Donc oui, j'avais pas mal de soutien. Ouais. D'accord. Mais Et c'est du vrai coup, qu'il y a c'est quand même une forme de solitude parce que pour tous les gens qui sont en PMA, parce qu'on peut pas se projeter en fait, donc on peut pas, on vit sur les 15 jours qui viennent, quoi. Donc là j'avais, on va dire, 2-3 cycles où je savais qu'il allait rien se passer, mais bon, on reste quand même dans l'attente avec une charge mentale, à se dire j'ai tel examen à faire, faut surtout pas que je me loupe parce que c'est dans les 7 premiers jours, trouver un rendez-vous rapidement, voilà. Et en plus, chaque radiologue a ses propres protocoles, donc il faut pas se rater sur les médicaments à prendre. Bref, peu importe. Voilà, je recommence 6 mois plus tard, et donc là cette fois-ci, pareil, j'ai fait un suivi de cycle correct, et en prenant la dose minimum qui était conseillée par l'ANSM sur la stimulation, parce que j'ai pas pris ce qu'ils me donnaient comme dose j'ai pris moi ce que je trouvais comme étant la dose minimum de stimulation, c'est 75, et j'ai pris ça, et puis j'ai fait l'insémination sur un cycle où il y avait 4 follicules. Sachant que pendant le cycle, le radiologue m'avait dit qu'il y en avait finalement plus qu'un, et en fait, il se trouve qu'il y en avait 4. Peu importe, ce cycle-là, moi j'étais ok pour un risque de grossesse multiple, donc j'étais pas du tout. Moi, j'espérais que j'allais pas avoir des quadruplés, mais j'étais pas inquiète si j'avais une grossesse double. J'aimais l'air, et donc c'est ce qui s'est passé. En fait, cette grossesse a pris, donc 14 jours plus tard, je refais les HCG, voilà, elles sont positives, et cette fois-ci, c'était 250. Donc là, je vois que c'est a priori dans l'utérus, et surtout, je vois que 250, on est normalement à 5 semaines, alors que là, j'étais à 4 semaines d'aménorrhée.
Donc je me dis bon, a priori, c'est pas une grossesse simple, quoi. Et comme j'avais eu une grossesse extra-utérine, j'ai été suivie de très près. J'ai eu une échographie à 5 semaines, où là j'ai vu qu'il y avait en fait 3 sacs, dont un vide et 2 embryons avec 2 activités cardiaques. J'étais trop contente. Je me suis dit génial, parce que je me suis dit bah voilà, ils auront qu'une seule maman, mais au moins ils seront ensemble, c'est très bien. Je savais que ça allait être intense, mais je me suis dit bon bah, enfin je sais pas, j'étais Ouais, ça trop avait contente. marché, quoi. Mais c'est fou Voilà, ça parce avait que quand tu y marché. réfléchis, t'étais vraiment pas en confiance avec cette clinique pour te mettre à contrôler tout ce qu'ils te demandaient de faire, quoi, au final. Bah en fait, oui, au début quand en fait, comme j'avais déjà fait une autoconservation, j'avais quelques connaissances et j'ai trouvé ça vraiment bizarre qui me déclenche aussitôt et j'ai trouvé mon endomètre extrêmement fin et à Il y force de avait rien qui discuter, collait, quoi. à force de faire des recherches, parce que j'ai évidemment aussi fait des recherches un peu plus pointues scientifiques, mais surtout j'ai discuté avec des gens dont c'est la spécialité et qui m'ont expliqué comment ils géraient quel était leur protocole et voilà que en fait sur un endomètre trop fin, même s'il y a une bonne fécondation, l'anidation elle prend pas et que donc faut vraiment que tous les paramètres soient ouverts pour en fait, j'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec l'insémination artificielle et qu'ils essayaient de m'emmener en FIV parce que la FIV, c'est ce qu'ils maîtrisaient en fait dans cette clinique. Ouais. Et j'ai regardé leur taux de FIV et ils sont effectivement très hauts, genre 45%. En France, on est en moyenne à 25%. Bon, nous, on est mauvais particulièrement en FIV, mais voilà. En fait, je me dis bon, s'ils envoient en FIV des nanas qui n'ont pas de problème de fertilité ovarienne, c'est normal aussi qu'ils aient des taux aussi élevés en fait. Et moi, je voulais pas aller en FIV, surtout pas après avoir déjà été opérée là. J'avais déjà eu une ponction quelques années avant. Je sais ce que c'est. Ouais. Et puis financièrement, c'est pas la même chose. Hein. Bah non, mais c'est sûr. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais pas me précipiter sur la FIV. Et en fait, j'ai bien fait de douter autant. Et en fait, je pense que quand on a ce genre de péripéties, après, on devient un peu parano, quoi. Oui, mais ça, je Et comprends. donc on vérifie tout et puis voilà, j'ai vraiment fait à ma sauce, en sachant que eux ils voulaient pas me faire prendre un risque de multiple. Hein. Moi je l'ai pris parce que j'étais ok, mais eux ils avaient dit dès le départ, comme vous êtes solo, il faut surtout pas que vous ayez des jumeaux, ce que j'avais trouvé un peu discriminatoire au passage, parce que je me suis dit en fait c'est une perte de chance qu'on m'inflige sur le seul prétexte que je suis solo, alors qu'en fait ils connaissent rien à ma vie et au fait que voilà, j'ai peut-être tout à fait les ressources pour avoir des jumeaux en solo. Qu'est-ce qu'ils en savent en fait? C'est le sujet, c'est est-ce que moi je vais prendre le risque ou pas en fait? C'est pas un tiers de venir décider si on prend un risque multiple ou pas. Je vais être soignée comme tout le monde, quoi. Enfin soignée, prise en charge comme tout le monde. Bien sûr. D'accord. Donc du coup, et j'ai pas pris un risque énorme. Hein. C'était la première dose, la dose la plus basse qui était indiquée sur la notice. Hein. Donc, Oui. Ce qui prouvait bien que tu répondais bien déjà. Oui, mais c'est juste que ils sont obligés de te dire qu'il y a un risque de multiple. Dès que tu fais une stimulation ovarienne, tu as toujours un risque de multiple. Et donc, eux, ils voulaient absolument pas prendre ce risque, mais en fait, on peut pas l'éviter. Il faut faire une stimulation correcte, hein, ou alors faut pas la faire. Hein, mais ça sert à rien de prendre une dose minimum de rien du tout, et au final d'être retrouvé dans les mêmes conditions que si ça on la prenait pas. En fait, bref, en tout cas, voilà, cette grossesse a fonctionné, donc j'avais 2 embryons. Et ensuite, j'ai été suivie de très très près. Et dès le départ, il m'avait dit, il y en a un des deux qui a un rythme cardiaque un peu plus bas et qui a un petit retard de croissance. C'est comme si un embryon avait été fait à J1 et que l'autre avait été conçu 2 jours plus tard, quoi. D'accord. Et elle me dit, bon, ça c'est pas possible en fait. Donc, et ils ont tous été au même jour, quoi. Et donc je voyais que le radiologue me disait, bon ben 1 sur 2 à voir, quoi. Donc j'étais inquiète, j'étais là en train de me dire, oh là là. J'espère que les deux vont tenir. Et c'était en été et tout. Je me souviens, comme c'était un peu les vacances, j'y pensais tout le temps et je me disais, je faisais hyper attention à tout. J'avoue, je prenais plus de progestérone que ce que je devais prendre. Et j'en prenais encore à midi, alors que normalement c'est matin et soir. Et voilà, à 9 semaines, j'ai une amie radiologue qui m'a dit, non, t'es trop stressée, viens, je te fais une écho pour te rassurer. Et elle me fait l'écho et elle me dit, bah voilà, tout le monde va bien, il y en a juste un qui a un petit rythme cardiaque un peu plus bas, mais ça reste dans la moyenne. Et de là, je me dis, ah bah trop bien, j'arrête de prendre la progestérone à midi.
Et je vais à l'écho du premier trimestre à 12 semaines. Et là, je vois que le radiologue, il pose la sonde, il l'enlève direct. Et donc là, j'ai ma tension qui augmente à fond. Et puis, il va par un voie intravaginale. Et là, il commence à prendre un temps fou pour me détailler l'embryon, le fœtus qui va bien, regarder ses pieds, gna gna gna. Et moi, j'avais qu'une idée en tête, c'est je veux voir l'autre, en fait. Et après, il va voir l'autre et il me dit, voyez, en fait, il est arrêté. Et je voulais d'abord vous montrer votre fœtus qui va bien avant de vous montrer celui qui est arrêté, quoi. Et là, mais en fait, c'était comme si on me coupait les jambes, en fait. C'est un vrai deuil. Tu sens que, enfin, c'est comme si le monde s'arrête de tourner et pendant le monde continue de tourner et même moi, ma vie s'arrête, quoi. En fait, j'avais cette impression-là de déconnexion totale. Et il me dit, bon, bah voilà, vous avez un bébé qui va bien, tout est ok, félicitations, allez hop, dehors. Et là, j'étais comme, enfin, je pouvais plus bouger. J'étais. Bah ouais, presque anesthésiée, quoi. Avec un deuil, tu vois, mais que personne comprend. Où tu te dis, bah, en fait, ça continue, mais en même temps, c'est plus pareil, quoi. Et quand je le disais autour de moi, les gens comprenaient pas. Ils me disaient, ah, mais t'as un bébé qui va bien, de quoi tu te plains? Et j'ai eu des tas de commentaires et de réactions très, très bizarres, du style, mais pourquoi tu râles? Dans notre espèce, on n'attend qu'un seul petit d'ordinaire, enfin, ce genre de choses. Ouais, mais c'est la projection aussi de ta famille que tu t'étais faite. Où je me suis dit, bah, mais en fait, moi, j'attendais 2 enfants, quoi. Donc, là, ça continue, mais c'est plus pareil. Ça reprend pas à zéro et en même temps, bah il y a quelque chose quand même qui s'est passé, quoi. Et surtout, dans mon ventre, il y a un embryon mort, enfin un fœtus mort, quoi. Et il va rester là, en fait. Parce que quand tu fais une réduction embryonnaire, il reste là, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que mon deuxième fœtus sait que l'autre s'est arrêté? Est-ce que je vais être triste comme ça pendant toute ma grossesse? Est-ce que je vais le faire? Enfin, des tas d'inquiétudes qui te viennent à l'esprit. Est-ce que je vais le faire subir ça à mon bébé à sa naissance? Est-ce que il va sentir cette peine? Voilà, est-ce qu'il va se culpabiliser? J'en sais rien. Enfin, et j'étais très seule face à ça parce que l'entourage, en fait, comprend pas et se dit juste, félicitations, quoi, tout va bien, en fait. Et je pense qu'il y a plein de couples qui réalisent à l'écho du premier trimestre qu'en fait, il y en avait un deuxième, mais comme ils l'ont pas attendu, voilà. Moi, je le savais depuis le début qu'il était là et depuis le début que je savais qu'il y avait il était pas tout à fait dans les clous. Bref, comme je pleurais beaucoup, que j'étais vraiment pas bien, très anxieuse et tout, j'ai demandé à voir une psy à la maternité. Ouais. Et mais en fait, elle était pas très bien cette psy. Au bout de 2 séances, je me suis rendu compte qu'elle essayait au lieu de me faire le deuil de ce bébé-là, elle essayait de me faire abandonner l'idée d'avoir un deuxième bébé, quoi, en me disant que finalement un enfant unique c'est très bien et tout. Et en fait, il y a beaucoup de jugements et j'ai arrêté le suivi. En fait, j'ai fait 2 séances et après j'ai 2-3 séances et en fait après je me dis en fait ça ne sert à rien. Ouais. Je suis pas mieux en sortant que avant et en fait voilà, en fait j'étais très triste pendant quelques jours, comme avec un deuil en fait, une phase de choc émotionnel. Et ensuite en fait ce qui s'est passé après, c'est que j'attendais plus un enfant ou des enfants. J'attendais de voir ce qui allait encore m'arriver, quoi. Oui, parce qu'en plus, tu avais l'ombre de la grossesse extra-utérine qui planait déjà sur le début de la grossesse. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, en fait, ça c'est arrivé alors que du coup, je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai baissé un peu la progestérone que ça s'est arrêté? Parce que ça s'est arrêté juste après l'échographie que mon amie m'avait faite à 9 semaines. Et ce jour-là, je me suis brûlée aussi. Je me suis dit, est-ce que c'est ça? Enfin, je me suis tu cherches des explications. Des explications. J'essayais de savoir ce qui s'était passé. On m'a dit, le plus probable, c'est qu'il y ait une compétition entre les placentas et que du coup, il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre. Ou l'autre explication possible, c'est qu'il y a une anomalie chromosomique. Donc, on m'a fait faire le DPNI. Le DPNI n'a rien trouvé, mais en même temps, ça peut aussi être parce qu'il y a plus de cellules du fœtus concernées dans le sang. Donc, en fait, on n'avait pas vraiment d'explication. Mais moi, je me suis cherché des explications. Je me suis beaucoup culpabilisée. Et puis surtout, je me suis dit, en fait, j'ai rien senti. Donc là, c'est pas parce que je sens rien que tout va bien. Et donc, à chaque fois, j'étais me dire, en fait, tant que je sentais pas mon bébé bouger, je savais plus si j'étais enceinte ou pas. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir bouger, donc ça allait mieux, mais j'étais quand même encore en train de me dire, j'attends de voir ce qui va encore m'arriver. Et en fait, j'étais comme ça jusqu'à l'écho du 2e trimestre.
Et à l'écho du deuxième trimestre, j'ai allé voir un spécialiste en dépistage, un médecin qui travaillait à Necker, qui était voilà très très pointu. Et je me suis dit bon, comme ça, je serais rassurée si je sors de chez lui et qu'il me dit que tout va bien. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a dit voilà, moi je suis pas du tout inquiet pour votre bébé, tout va bien. Et là, ça y est, j'ai repris, on va dire, la grossesse dans ma tête. Ouais. Je me suis remise à attendre un enfant, quoi. Ouais, mais Et c'est vrai que tu mets quand il t'arrive des choses comme ça, tu du mal à te projeter, en fait, dans une surtout que grossesse. j'ai vraiment passé les premières semaines à me dire pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne, quoi. Et je me disais bon bah j'ai pas de saignement, donc c'est bon signe. Et en fait, bah c'est pas parce que t'as pas de saignement que t'as pas une grossesse arrêtée, quoi. Ouais. Et voilà. Donc voilà, la grossesse s'est poursuite ensuite normalement. Bon, j'ai été arrêtée parce que j'avais un peu le col ouvert à la fin au début du troisième trimestre. Et puis ensuite, voilà, le jour J, le jour de l'accouchement, j'ai eu une césarienne en urgence parce que le placenta avait lâché. D'accord. En fait, à 39 semaines, j'avais demandé à ce qu'il me déclenche parce que j'avais lu et je savais qu'en fait, à partir de 35 ans, en gros, on a plus de risques que le placenta il périme plus vite. Mmh. Et que donc, c'est mieux d'accoucher un peu avant, enfin autour de 39, plutôt que d'attendre le terme. Et donc j'avais demandé, il m'avait dit non, votre bébé est petit, on préfère que vous mettiez en route spontanément. Donc ils m'ont dit rendez-vous la semaine prochaine, mais on espère que vous venez pas la semaine prochaine. Et bah j'ai tout fait pour accoucher. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, là, monter les escaliers, faire les vitres, tout ce que vous tirez, essayer de tirer mon lait et tout. Ça n'a pas marché. Et donc le jour J, j'arrive et là on me dit bah il y a plus de liquide. Et votre bébé est en redistribution cérébrale, c'est-à-dire qu'en fait elle gardait son sang en priorité pour le cerveau et le cœur, ce qui indiquait qu'il y avait une souffrance fétale. Et donc, on a essayé de me déclencher en me disant, faut que votre bébé soit né dans 12 heures. Sauf que 12 heures pour un déclenchement, Ouais, pas c'est un peu assez. short. Donc, moi, j'étais très bien avec mes contractions. Et puis, au bout de 5 heures de déclenchement, la sage-femme me dit, tout va bien, vous pouvez aller manger. Et là, je me dis, trop bien, si je peux aller manger, c'est qu'ils n'envisagent pas de m'emmener au bloc. Et en fait, je reviens après avoir mangé, ils me remettent un tampon là pour déclencher, et puis au bout de 2 heures, il y a une sage-femme qui vient qui me dit là, votre bébé, ça fait 1 heure qu'il a des problèmes cardiaques sur chaque contraction. Et après, tout s'est enchaîné très vite. Ils sont venus mettre la péridurale. Ensuite, ils ont perché la poche des os. Les liquides étaient méconiales. Et là, ils m'ont dit il faudrait faire un test à la tête du bébé pour voir si il n'y a pas une hypoxie, quoi. Faut voir si il est bien oxygéné. Mais pour faire ce test, il faut que le col soit ouvert. Pour que le col soit ouvert, il faut qu'on mette le synto parce qu'il n'est pas assez ouvert. Le synto, c'est l'ocytocine de synthèse et qui donne des grosses contractions. Et en fait, pour mettre l'ocytocine de synthèse, pour mettre l'ocytocine, il faut qu'on ait le résultat du test. Donc la quadrature du cercle fait que, en gros, on va au bloc. Et puis en plus de ça, tu mets pas du synto sur un bébé qui a des problèmes sur des contractions qui ne sont pas des contractions de déclenchement. Enfin, tu vois, voilà, oui, c'est ça. Et il fallait d'abord que le test soit positif pour le bébé pour qu'on puisse mettre le synto. Et en fait, il ne pouvait pas faire le test. Donc, du coup, voilà. Mais elle est née en pleine santé, 10-10, et tout allait bien. Donc, c'est horrible parce qu'en fait, on se dit toujours, est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'il fallait faire cette césarienne? Et en même temps, peut-être que si on l'avait pas faite, elle aurait fini en réa. Ouais, donc, clairement, il y avait des signes de souffrance quand même. Donc, même si elle allait bien, tu vois. Au final. Ils avaient tous les paramètres, 5 arguments, on va dire, pour faire la césarienne. Donc, elle n'était pas du tout abusive. Ouais. Mais bon, pour moi, c'était un choc, quoi. Je m'attendais pas à ça. Et surtout qu'obstétricalement, on m'avait dit tout est ok, votre bassin est large, machin. Donc, c'était pas du tout obstétrical, hein, c'était vraiment la souffrance fétale. Donc voilà, maintenant j'en suis à me dire que si un placenta a lâché à 9 semaines, l'autre a lâché en fin de grossesse, est-ce qu'il n'y avait pas un problème dans mon utérus et d'endomètre, et j'ai de l'endométriose. Mais bon, voilà, c'est parce que j'aime bien me prendre la tête sur des tas de choses. Mais bon, voilà, tout s'est bien passé après. J'étais bien opérée. Voilà, après j'ai allaité, tout s'est très bien passé. Et donc aujourd'hui, t'es maman solo d'une petite poulette. Tout à fait, exactement. Et est-ce que, quel souvenir, alors évidemment, on vient d'en parler, donc c'est très très frais, on le sent que c'est très présent, mais quel souvenir tu gardes finalement de cette grossesse avec le recul? J'étais très anxieuse. Je pense que l'anxiété, c'est ce qui me reste de cette grossesse. Et je dirais pas que c'est l'effet d'être maman solo, hein. C'était vraiment les péripéties médicales que j'ai eues et le fait que par exemple, le fait que le radiologue qui m'ait suivi pendant ce cycle-là m'ait dit que finalement il y avait qu'un seul follicule et qu'un autre radiologue 2 jours après me dit en fait il y en a 4.
tout ça fait que je me suis dit, mais en fait, il faut que je surveille tout ce qui se passe, en fait. Et Ouais, mais je c'est pense ça. que ça m'a donné un peu une espèce d'hypervigilance qui m'a beaucoup enfin, qui m'a donné beaucoup d'anxiété, sachant que on en a déjà pendant la grossesse, parce que voilà, Ouais. c'est un peu l'inconnu quand même. Moi, j'avais conscience de tous les risques et donc ça m'a pas aidé à me détendre. Euh, En plus, tu es mais quelqu'un qui est hyper informé et qui te renseigne. Enfin, ben tu c'est vois, ça, j'ai un peu un spontanément, tu syndrome de essayes de première de contrôler, quoi. classe, voilà. Et puis c'est aussi mon domaine professionnel, donc ouais, je pense que j'ai un peu le défaut des gens trop informés, Ouais, comme tu dis. tu as besoin de contrôler. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai été un peu dans l'hypervigilance. D'ailleurs, j'ai été aussi à la naissance dans l'hypervigilance au niveau du sommeil, parce qu'on m'avait dit attention, faut pas vous dormir avec votre bébé. Et en fait, du coup, ben, je l'avais dans les bras, je dormais pas, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, finalement, je me dis j'aurais dû. Bah oui, enfin, en fait, il y a des positions qu'on peut prendre pour protéger le bébé. Effectivement, il y a des lits de cododo qui permettent de dormir avec le bébé tout à côté. Enfin, tu vois, Ouais, ça, j'ai fini par le faire, mais au tout début, elle était vraiment dans mes bras et pendant Ouais. la journée et tout. Et ben, bref, hein, c'est pas. J'ai manqué de sommeil comme beaucoup de parents, Ouais. donc je vais pas. Enfin, je veux dire, c'est assez banal, ça. Ouais. En revanche, ce qui, je pense, est à noter vraiment et à garder en tête, hein, c'est que, tu vois, tu te dis, toi, t'es dans le doute hyper vite par rapport à finalement l'intégralité des professionnels de santé qui t'ont suivi, hormis les personnes en qui t'avais confiance de base. Et il faut pas rester enfermé dans ces schémas-là. Enfin, soit on prend les choses en main de notre côté et on fait comme ce que tu as fait, c'est-à-dire qu'on contrôle tout, soit on change de professionnel de santé, en fait. Et c'est ça, en fait, il faut changer. Quand on Ouais. se sent pas à l'aise, il faut changer. Et surtout, faut pas hésiter à avoir un deuxième avis, à croiser les informations et à surtout aller voir des gens qui sont vraiment spécialisés, parce que la PMA, c'est pas la PMA en plus que nous on fait avec des paillettes congelées, c'est pas pareil que la PMA intraconjugale, quoi. Et Ouais. c'est pas pareil qu'avec le sperme frais. En fait, ce que j'ai appris aussi, c'est que ben quand on suit un couple avec un sperme frais, le timing est complètement différent, puisque les spermatozoïdes vont vivre 4 jours, alors que les spermatozoïdes décongelés, ils vivent 12 heures. Donc on est vraiment très précis sur le timing. Il faut pas ovuler un peu avant ou un peu après, quoi. Il faut Ouais. vraiment faire l'insémination en même temps que l'ovulation, puisque l'ovocyte c'est 24 heures et les spermatozoïdes 12 heures. Et c'est pour ça que Ouais. La fenêtre de l'orgalutran, tir c'est est très courte. important. L'orgalutran permet de faire en sorte que l'ovulation, elle se produise vraiment à l'heure H, quoi. Que l'ovitrelle déclenche l'ovulation et que ce soit pas déclenché naturellement avant. Et ça, c'est essentiel. Et je pense que beaucoup de couples sont mal suivis, en fait, ou de femmes solo sont mal suivies et que ça fait des échecs, des inquiétudes sur. On se dit qu'on a un problème de fertilité et en fait. Après, ben, soit elles abandonnent, soit elles se retrouvent en FIV alors qu'elles n'avaient pas forcément besoin d'être en FIV, soit elles se mettent à changer les doses de stimulation et elles finissent avec des grossesses multiples alors qu'elles auraient pu avoir une grossesse simple si elles avaient été suivies correctement. Parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de problème. Et voilà. Et quand j'échange avec des autres, notamment solos qui sont suivis soit à l'étranger, soit en France d'ailleurs, et que j'entends les protocoles, bah, ça fait peur, quoi. Oui, bah, après c'est clair que chaque protocole est propre à chaque personne, enfin à chacune, mais clairement le manque de confiance, enfin tu vois, pour moi il fait prendre des risques. Et toi, tu le dis, tu es professionnel de santé, donc tu as quand même des notions, même si c'est pas ton cœur de métier. Non, c'est pas T'as quand vraiment mon cœur de même, métier. voilà, mais tu as quand même des notions et surtout tu sais où aller chercher les bonnes infos. Mm. Effectivement, on a déjà entendu des parcours avec des personnes qui n'avaient aucune notion, même ne serait-ce que de biologie, et qui prenaient des risques sans maîtriser les risques pris et qui du coup se retrouvaient souvent ouais, avec des multiples. Mais oui, et puis quand on augmente la dose de stimulation, il faut aussi augmenter la progestérone derrière, sinon il y a un risque effectivement d'hyperstimulation et de complications. Et oui, voilà, après le risque de grossesse multiple, bon, s'il est modéré, ça va, mais si c'est des quadruplés, ben c'est compliqué, quoi. Après, il y a tout ce qui vient derrière, la réduction embryonnaire, les risques de prématurité et tout ça. Et je pense que quand on est désespéré, qu'en plus on n'a plus de sous, hein, parce qu'il faut quand même le dire, ça rentre en ligne de compte, hein, quand on a dépensé toutes ces économies et qu'on se dit, ben en fait, on voulait plusieurs enfants, donc ben c'est parti, on augmente les doses, sans avoir conscience de tous les risques et de tout ce qu'on peut mettre en place pour limiter ces risques. Eh bien oui, ben, c'est vraiment délétère, quoi.
Ouais, ouais, Et, ouais. Ouais, ouais. Après, ça se comprend. Enfin, tu vois, je suis pas du tout dans le mais jugement parce ça se comprend, qu'effectivement, bien sûr, comme tu le dis, enfin, il y a des moments où on tente le tout pour le tout parce que, tout à fait. enfin, nos parcours sont tellement angoissants, tellement prenants émotionnellement comme physiquement, comme financièrement, qu'il y a un moment donné où, ouais, on lâche quoi. On Ouais, lâche. ouais. Enfin, je pense que la raison enfin, est déréglée, on va dire. Oui, 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 c'est ça. Et puis, ouais, c'est vraiment prenant et on en a marre, quoi. Enfin, on veut passer à la suite et c'est normal. Et puis aussi, on se dit, bah, en fait, c'est un peu le tout ou rien. Quand il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Donc, c'est soit ça marche, soit on doit de nouveau refaire nos réserves et donc reporter à peut-être 1 an ou plus. Donc, oui, moi, je comprends tout à fait. Hein. C'est pas du tout. C'est juste qu'il y a un risque médical derrière et que c'est dommage. Ouais. Tu vois, quand j'entends par exemple discutais l'autre jour sur Facebook avec une maman solo qui disait que on lui faisait faire des cycles naturels alors qu'elle avait 40 ans. Ça c'est pas, enfin, sachant que chaque cycle lui coûte 1 000 euros, bah non en fait. Et puis ça fait que reporter, et puis peut-être qu'après on va l'orienter vers le don d'ovocytes alors qu'en fait elle aurait pu si elle avait été suivie Ouais. normalement. Mm. Voilà, c'est après un risque d'escalade, alors que si tout est pris dans les temps et correctement, surtout, bah, il y a moins de perte de chance et moins de complications, quoi. Ouais. On Ouais. en revient toujours au fait de recroiser les informations, de s'informer aussi, de beaucoup s'informer quand on rentre dans des parcours comme ça, parce qu'il faut quand même bien avoir conscience qu'on ne souffre pas d'une infertilité médicale. Ça peut être le cas, mais là, à la base de nos parcours, il n'y a pas d'infertilité médicale, il n'y a qu'une infertilité sociale. Oui, bien sûr. Et, Mm. oui, effectivement. Et puis après, ça peut s'ajouter. Effectivement, tu peux. En fait, il faut aussi savoir se dire, voilà, au bout de X échecs, il faut chercher la cause pourquoi ça marche Mm. pas. Et tu as aussi des parcours comme un des témoignages que j'avais entendu sur ton podcast où elles ont fait, je crois, 20 inséminations en Ouais. Espagne. C'est Mm. pas possible ça. On peut pas faire 20 inséminations. Il y a un moment, il faut chercher. Enfin, au bout de 3, 4 échecs, il faut soit changer le protocole, soit chercher la cause. Mais enfin, on peut pas laisser les gens comme ça. Ouais. Donc Errer, quoi, dans l'érosivité. errer et puis vivre ces déceptions, c'est quand même les cycles stimulés, c'est pas rien, quoi. Ouais. Donc ouais, ouais, parfois ça me fait vraiment mal au cœur et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les bons conseils au bon moment. D'être bien entouré. Exactement, parce que j'aurais pu, si j'avais pas eu un peu d'alerte qui m'a dit là il y a un problème, j'aurais pu continuer comme ça pendant des mois, j'aurais peut-être été en FIV, j'aurais peut-être vidé tout mon compte en banque, Mm. et au final, bah, j'ai pu accélérer les choses parce que j'avais voilà un peu une alerte un red flag qui s'est allumé quoi dans ma tête, qui m'a Mm. dit non ça va pas, il faut changer. Et voilà. Donc bon, après la grossesse extra-utérine, c'est les aléas. Malheureusement, c'est pas de chance, mais c'était quand Oui, même bah une oui, oui. grossesse. Donc c'est ce qu'on dit toujours. Bah, c'était pas une grossesse évolutive, mais c'était quand même une grossesse. Mm. Et, euh, et voilà. Et puis la suite, bah, en fait, finalement, tous les essais que j'ai faits correctement ont abouti à une Compris. grossesse. Donc voilà. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où il faut vraiment aller consulter. Alors après, enfin la plupart du temps, particulièrement quand en France, on passe par un sécos où on n'a pas franchement le choix du professionnel qu'on va avoir en face de nous. Mais globalement, il faut vraiment s'adresser à des professionnels qui sont spécialistes de la PMA. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout de la PMA avec paillettes congelées. Voilà. Pas les gens qui font que de la PMA de couple hétéro sur cycle naturel, quoi. Il faut des Exactement. gens qui sachent utiliser les paillettes congelées. Mm. Et les inséminations avec paillettes congelées, en fait, aujourd'hui, finalement, chez les hétéros, ils en font pas tant que ça, en fait, parce que ils sont enfin, en tout cas, le don de sperme, ils en font peu, puisque maintenant, avec l'ICSI, ils vont très vite à la FIV où ils font avec le sperme du partenaire, quoi. Donc finalement, le don de sperme, en fait, ça concerne beaucoup de couples comme nous, quoi, en fait, Essentiellement, voilà, ou essentiellement de nos femmes couples. solo. Mm. En fait, chez les couples hétérosexuels, c'est beaucoup de traitements en rapport avec les ovocytes. Donc les FIV ou des stimulations ovariennes, des choses comme ça, ou l'ICSI quand il y a un problème de spermatozoïdes. Mais bon, après, il y a toujours effectivement des hommes qui ont besoin d'un don de sperme, hein, c'est pas le sujet, mais
Mais avec le recul de l'âge à la maternité, il y a de plus en plus de traitements de PMA, enfin de prise en charge en PMA en rapport avec les ovocytes. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc nous, on reste dans une petite niche de la PMA qui est un peu particulière et parce que oui, voilà, les paillettes congelées, ben voilà, il y a des règles, hein, on les décongèle, faut faire l'insémination dans les 15 minutes et puis ils ont 12 heures de vie, quoi. Et ah oui, autre chose que je voulais dire, c'est que la clinique me faisait acheter des paillettes motilité 20, qui sont en fait les grosses paillettes les plus chères. En fait, quand un homme fait un don, si tu veux, les spermatozoïdes sont classés entre les rapides, les moins rapides et les vraiment lents, on va dire, et ils font des lots. Les plus rapides, ce sont pour l'insémination intra-utérine, parce que bon, ils vont devoir faire le chemin, alors qu'ils gardent les moins rapides pour faire les fécondations in vitro, puisque du coup, on les met en contact, donc il n'y a pas besoin qu'ils soient rapides. Et donc les paillettes les plus demandées, ce sont celles qui sont les plus rapides. Donc il y a des différences de tarifs. Moi, j'ai choisi la European Sperm Bank. Je voulais parler de ça aussi. Je sais pas si j'ai encore le temps, mais j'ai choisi la European Sperm Bank parce que par rapport à Cryos, il n'y avait pas de différence de tarifs entre les donneurs et que j'avais un très bon suivi au niveau relationnel. En fait, la banque m'a permis de faire. Je l'ai pas utilisé beaucoup parce que ça allait assez vite ma PMA, mais j'avais droit à un suivi psy avec des webinaires avec d'autres nanas en PMA solo du monde entier d'ailleurs. Et qui était c'était pas une psy comme on croirait chez nous qui vient évaluer si t'es un bon parent ou autre, c'était vraiment du soutien pour tenir le choc en fait pendant la PMA. Et il y avait une personne qui était là pour répondre à nos questions sur les dons, par exemple les questions en rapport avec l'accès aux origines, etc., ou la sélection des donneurs, ou etc., ce genre de questions. Et après il y avait une personne qui était plus pour la partie soutien, qui elle était une maman solo de jumeaux. Et donc c'était vraiment super parce qu'elle avait son retour d'expérience et elle nous disait voilà comment faire. Elle nous donnait parfois des trucs et astuces, par exemple pour tenir les temps d'attente en fait, parce que vraiment il y a beaucoup de temps où on attend et où on peut pas prévoir de vacances ou de choses comme ça parce qu'on sait pas ce qui va se passer dans 15 jours en gros. Et elle nous disait par exemple prenez un carnet, essayez de faire tous les jours quelque chose de nouveau que vous avez jamais fait. Par exemple prendre un chemin que vous avez jamais pris ou faire une recette que vous avez jamais faite. Essayez de mettre une nouveauté chaque jour dans votre vie pour éviter d'être en train de tourner en rond et d'attendre la suite quoi. Ouais. Et évidemment elle nous disait de faire du sport, et il y avait plein d'autres conseils et en fait c'était très très sympa et c'était chouette aussi de voir les autres femmes, d'entendre leur histoire. Voilà, il y avait une autre nana qui était comme moi, lesbienne, et qui avait choisi pourtant la maternité solo, et qui était voilà, il y avait du monde entier, et c'était vraiment chouette. Et c'était gratuit quoi en fait. Et j'ai choisi la European Sperm Bank aussi pour une autre raison. Alors qu'il y a moins de donneurs que chez Cryos, hein, donc il y avait moins de choix. Mais j'ai d'abord choisi la banque parce qu'en fait, je pouvais entendre l'entretien audio des donneurs. J'ai pas parlé de ça, le choix du donneur, c'est très important. Oui. C'est quand même un moment essentiel. Un moment essentiel. Bon, il faut savoir que j'ai des amis issus de dons. Une personne que j'ai rencontrée dans le milieu associatif et une personne qui est une amie d'enfance, en fait, qui a découvert à 30 ans qu'elle est issue d'un don. Et en fait, c'était beaucoup plus important pour moi leur témoignage à eux que de parler à un psy. Et donc, j'ai choisi mon donneur en ayant discuté avec eux. Et ce qu'ils me disaient les deux, c'est bon, il y en a un qui m'a dit bon, on te connaît Larissa, tu vas faire un tableau Excel, ça va te prendre des plombes avec 40 entrées. Donc, il me disait non, fais pas ça, fais une première sélection, évidemment. On fait toujours une première sélection, tu regardes les antécédents médicaux, les dossiers, voilà, machin. Et à la fin, tu te retrouves toujours avec 5-6 donneurs. Et donc, il disait, quand tu es dans ta shortlist, là, sur la fin, ce qui doit faire basculer, c'est le feeling, en fait. Il faut qu'il y ait du feeling et que tu puisses dire, lui, je le sentais. Parce qu'au final, c'est ça que tu diras à ton enfant. Et parce que moi, si j'ai voulu choisir le donneur, c'est aussi pour pouvoir répondre à la question pourquoi lui, en fait. Et je me dis qu'est-ce que je dirais à mon enfant, en fait. Je vais pas lui dire j'ai choisi ton donneur parce qu'il avait la même taille, la même couleur de cheveux que moi. Non, j'ai une donneur. Il faut que tu puisses lui dire en fait, lui, je le sentais bien. Lui, il y avait un feeling. Parce que finalement, quand on conçoit un enfant dans la vie avec son partenaire, c'est comme ça un peu qu'on se choisit aussi, hein, par le feeling, quoi. Complètement. Voilà. Et donc, au début, j'avais donc choisi sur les motilités 20, parce que la clinique me faisait prendre des motilités 20. Et en fait, donc j'avais très peu de choix, puisqu'ils sont très demandés, donc si tu veux, il y avait peu de donneurs où il en restait. Et donc, j'avais ma petite liste.
Et en fait, donc j'ai choisi mon donneur. Vraiment, il m'avait dit, laisse-toi, Larissa, je te laisse maintenant 24 heures. Dans 24 heures, t'en mets un dans ton panier et c'est terminé. Bon, ça m'a pris une semaine, mais mais quand même, j'ai attendu le dernier moment, le moment où la clinique me disait maintenant, il faut que la commande parte, sinon c'est foutu. Et là, j'ai envoyé. Et en fait, j'ai choisi juste sur l'écoute. En fait, j'écoutais les entretiens audio des donneurs, et ça, je peux pas l'avoir avec Rios. C'est pour ça que j'ai choisi la European Sperm Bank. Et donc j'entendais leurs entretiens audio où ils répondaient à plein de questions, des questions banales du style qu'est-ce que vous aimez manger. Et puis au final, sur la fin de l'interview, c'était marrant parce que je me disais vraiment ça fait ça pour les mettre à l'aise. Ils commencent par les questions banales et puis à la fin ils vont en dire pourquoi vous êtes donneur et puis pourquoi vous choisissez l'accès aux origines. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette d'entendre les audios parce que on entend un peu de la personnalité. J'entendais les rires, les blagues, la connivence qu'il pouvait y avoir avec la personne qui pose des questions. Et au final, j'ai choisi le donneur que j'écoutais et que je réécoutais en fait. Et que j'ai retourné régulièrement sur sa page. Et je me suis dit bon allez, c'est le donneur, c'est lui que j'ai choisi. Et donc j'ai fait l'envoi avec ces paillettes. Et une fois que j'avais envoyé la commande, j'ai repris sa fiche et là j'ai vu qu'il avait eu une chirurgie pour recoller les oreilles. Et je me suis dit mince, mais quelle horreur, mes enfants vont m'en vouloir parce qu'ils vont avoir les oreilles décollées, ils vont me dire pourquoi t'as choisi ce donneur-là. Et je me suis mise à paniquer. Donc j'ai rappelé mes amis qui étaient morts de rire, qui m'ont dit bah c'est parfait, il faudrait que tu lui racontes ça, c'est trop drôle. Et une fois que j'avais fini avec les oreilles, je suis retournée sur la fiche et là j'ai vu qu'il allait pas dans les pays chauds parce que sinon il a la peau qui brûle. Je me suis dit ah mon Dieu, mes enfants vont avoir des cancers de la peau, ça va être de ma faute et tout. Et je me suis dit mais en fait voilà, c'est parce que j'aime bien paniquer et que ce que je pense fallait que je mette mon stress quelque part en fait. Oui, oui. Donc je trouvais à chaque fois un autre os à ronger. Et finalement, c'est pas ce donneur-là qui a été le donneur choisi parce qu'en janvier, quand j'ai repris le cycle avec le conseil de mon gynéco, il m'avait dit, bah en fait, vous pouvez prendre des paillettes à 10, en fait, ça suffit. Si ça marche pas, c'est votre ovocyte, c'est pas qu'il y a pas assez de spermatozoïdes en fait. Donc j'ai pu prendre les paillettes qui étaient moins concentrées. C'était toujours très mobiles, hein, parce que il faut prendre les plus mobiles quand on est en insémination. Mais en gros, qu'il y ait 5 millions ou 10 millions, c'est pareil. Et donc, quand j'ai cliqué sur les paillettes 10, j'avais toute une liste de donneurs qui sont sortis, qui avaient plus de motilité 20, mais qui avaient encore du 10. Et là, je me suis dit, mais il y a trop de donneurs, il faut que je refasse une sélection. Et donc là, j'ai refait une sélection. Et cette fois-ci, j'ai choisi un autre donneur parce qu'il y avait un truc dans sa bio, il disait qu'il adorerait aller au Japon pour voir un concert de Emiri Hayashi, donc c'est l'artiste qui a écrit les musiques la bande originale des films de Ghibli. Et en fait, j'ai écouté un concert, donc des 40 ans des studios Ghibli, et je l'ai écouté plusieurs jours, et je me suis dit, bah allez, c'est un signe, c'est lui mon donneur. Parce qu'en fait, l'autre, j'avais déjà fait 3 essais avec le donneur avec les oreilles. Et donc, la clinique me disait aussi que si on fait j'avais fait 2 essais avec lui et en fait, il y avait plus assez de paillettes en stock pour que je puisse faire. J'attendais d'avoir une grossesse pour faire un stock de paillettes pour éventuellement plus tard. Et il restait plus qu'une paillette chez lui. Donc, en gros, je me suis dit, il faut de toute façon que je change. Et en plus, comme j'avais tous ceux qui étaient sortis, donc j'ai changé. Et donc, j'ai choisi un autre donneur finalement. Mais tout ce moment du choix, c'est quand même quelque chose. C'est intense aussi. Ouais, si je me souviens quelque chose de ma PMA, c'est vraiment ça, quoi. D'accord. C'est le moment où on prend vraiment conscience de ce qu'on fait, quoi. Et on anticipe les questions et où j'avais des donneurs qui m'ont fait beaucoup rire, mais que j'ai pas choisi parce que je me disais, il y en a un qui disait, oui, moi en fait je fais mon don parce que c'est un peu comme une time capsule que j'enterre et qui pourra ressortir dans ma vie plus tard et j'ai hâte de voir ce que ça pourra faire, ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma vie plus tard. C'est trop compliqué ça. J'imaginais mon ado en train d'écouter l'audio parce qu'en fait elle aura accès à ces documents et se dire ça, et je me dis mais c'est quoi moi je voulais vraiment quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que moi, qui dise bah en fait je fais mon don parce que voilà, il disait moi en fait déjà il était déjà donneur de sang, mais c'est pas le sujet. En fait, au Danemark, ils recrutent leurs donneurs en leur proposant un test de fertilité. En fait, les cliniques proposent des tests de fertilité et quand ils ont un très bon test, un très bon résultat, et ben ils leur proposent d'être donneurs. Et lui, il s'est dit bah oui, bah pourquoi pas. J'adorerais donc aider un couple de femmes, un couple ou une femme célibataire. Et c'était très important pour moi d'entendre le donneur dire que il aimerait bien aider une femme célibataire, qu'on soit sur la même longueur d'onde au niveau du projet. Oui. Et il disait ensuite, bah, et dès que je me suis dit que j'allais faire un don, je me suis dit, bah,
qu'est-ce qui, enfin, si moi j'étais issue d'un don, est-ce que je voudrais pouvoir savoir? Évidemment que oui, et donc je me suis dit tout de suite que j'allais donner en mode ouvert. Voilà, c'était ce qu'il me fallait. Je me suis dit, Oui, c'était on est simple, sur la même efficace. longueur d'onde, c'est parfait. Et puis Ouais. en plus, et ouais, voilà, donc j'ai choisi ce donneur-là. Et voilà, c'est le seul donneur de ma fille. Ouais. Ouais, voilà. Donc elle aura accès à tous les documents que moi j'ai pu avoir, où il y a tous les antécédents médicaux, où il y a toutes les questions aussi auxquelles il a répondu, plus l'enregistrement audio. Et à ses 18 ans, elle pourra le contacter, avoir son nom si elle le souhaite. Et Mhm. donc j'étais au clair avec mon projet, mais c'est vrai que ouais, cette période-là, enfin j'ai des sueurs. J'étais là au moment où il faut cliquer, où tu te dis mais c'est à la fois hyper engageant. Et j'ai dit à mon ami, mais est-ce que j'ai choisi le bon donneur? Il me dit, mais c'est pas la question, ce sera forcément le bon. C'est En clair. fait, Après ça, en c'est fait, juste après cette question-là, elle s'efface complètement en fait. tout à fait. Mm, Après, c'est juste que est-ce que il faut prendre celui que tu sens en fait. Il faut pas prendre mm, celui mm. où tu te dis intellectuellement, ben tous les paramètres sont ouverts. Évidemment, j'avais enlevé tous les donneurs qui avaient des antécédents de cancer parce qu'il y en a dans ma famille, donc je me suis dit on va pas en rajouter. Ouais. Donc j'ai pris des antécédents médicaux qu'il n'y avait pas dans ma famille, parce que quand on nous dit que les donneurs n'ont pas d'antécédents médicaux en France, non, tout le monde a des antécédents Oui, familiaux. oui. Hein. Donc j'ai choisi des antécédents qui n'étaient pas dans ma famille pour limiter tous les risques. Et puis voilà, après j'avais ma shortlist où là c'était vraiment comme on dit du feeling quoi. Mm, mm. Et voilà, c'était un grand moment. Je pense c'est important de le raconter. Oui, non, c'était très important. Effectivement, tu vois, au tout début de l'enregistrement, quand tu as parlé du choix du donneur, je me suis dit, il faut que je rebondisse, mais en fait, t'es parti sur la suite et j'y serais revenue aussi plus tard parce que je me Ouais. doutais bien que, commençant à te connaître aussi, que tu t'avais pas fait un choix au hasard. Ouais, mais je comprends les gens qui disent on laisse le médecin choisir, parce que je pense qu'en couple, ça doit être, ou même en solo, mais c'est déjà intense en solo, mais je pense qu'en couple, ça doit être quelque chose de se Ouais. mettre d'accord à deux sur le donneur de ses enfants. Donc je peux tout à fait comprendre qu'on dise au médecin choisissez pour nous. C'est vraiment pas enfin, en fait les couples devraient avoir les gens devraient avoir le choix de décider s'ils veulent choisir eux-mêmes ou s'ils veulent confier ce choix à une personne de confiance qui est leur médecin, parce que c'est quand même quelque chose. Ben, au moins, tu te décharges de ça, quelque Oui, part. voilà. Et puis surtout, c'est important que les gens soient pas. Pour moi, l'important, c'est que les parents ne soient à aucun moment contrariés dans leur projet, c'est-à-dire qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent. En fait, s'ils veulent choisir eux-mêmes, qu'ils choisissent eux-mêmes, qu'on leur dise pas non, qu'ils aient pas à répondre à leur enfant un jour, bah j'avais pas le choix, on m'a forcé à faire ça. Je pense que pour l'enfant, c'est difficile Oui, d'entendre c'est ça. sûr. Dire, moi, j'aurais voulu le choisir, mais on m'a forcé. Mm. Et d'avoir cette espèce de frustration qui reste. Je pense que c'est ça qui nuit un peu au lien, mais l'important c'est que les parents soient au clair, que leur projet correspond à ce qu'ils ont dans la tête, et que tout le monde soit serein, quoi. Et, Exactement. et voilà. Donc je suis contente d'avoir pu faire ce choix, même si c'était une semaine un peu rude, où j'écoutais des enregistrements en me brossant les dents. Enfin, c'était voilà. Mais ouais, ça reste quand même un bon souvenir. Mais en tout cas, voilà, quand tu le racontes là, effectivement, on a la sensation que cette période-là, elle était encore assez sereine finalement, même si tu Oui, étais bah dans oui. l'angoisse, dans l'inquiétude, tout Tout ça. à fait. Parce que là, c'est le Et moment où on prend conscience de ce qu'on va faire aussi. Et moi, je me souviens de ce moment où j'étais devant mon miroir à Copenhague et où je me disais, là, demain, tu vas faire un truc qui est susceptible de changer ta vie, quoi, de te ouais, faire peut-être mourir. Et j'étais à milieu de penser que 2 mois plus tard, je serais au bloc, quoi. oui, Mais en fait, il y a ce moment où vraiment je sentis la bascule, quoi. Je pense que quand on conçoit en ayant des relations sexuelles, on n'a pas forcément, même si je pense que quand même les femmes doivent quand même l'avoir, mais ce moment où on se dit, bah, demain, il peut y avoir je fais quelque chose qui peut changer ma vie, mais définitivement, ouais. qui va faire prendre un tour dans ma vie. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et le fait qu'il y ait un premier échec, finalement, et que je sois tellement triste, ça m'a confirmé que oui, c'était ce que je voulais. Donc, je me dis, un échec, c'est bien. Un deuxième, non. Mais au final, un Oui. premier pour tester un peu, bon. Mais ouais, je me souviens de ce moment où je me regarde dans le miroir, où je me dis, bah là, je perdrais bien un peu de poids. Et puis, en fait, qu'est-ce que je suis sur le point de faire? Une grossesse, quoi. Et est-ce que je vais y survivre? Est-ce que ça va me plaire? Enfin, je veux dire, ouais, c'est un peu on débranche son cerveau, quoi, parce que c'est un peu irrationnel de faire cette bascule. Ouais. Voilà. Et donc, nous, on le fait en ayant vraiment toute la pleine conscience Oui. de ce qu'on fait, quoi. Oui, oui, non, mais complètement, complètement. Ça arrive pas par hasard. Hein, ça, Mm. c'est Ça, c'est clair que voilà. chez nous, ça arrive pas par hasard.
En tout cas, je te remercie beaucoup, Larissa, parce plaisir. que clairement, on a échangé sur plein de choses et je pense que nos auditeurs vont avoir énormément d'informations et quand ils se sentent perdus, et c'est souvent le cas dans la PMA, avec tout ce que tu viens d'apporter comme information, je pense qu'ils vont trouver des réponses et surtout, peut-être pas forcément des réponses, mais en tout cas, ils vont s'amener à s'interroger ou à prendre conscience de choses qui ne leur conviennent pas. Et je pense que c'était important. J'ai bien l'idée du titre, du coup, qui m'est venu parce qu'on en parlait juste avant l'enregistrement, de savoir sur quoi on orientait l'épisode. Et clairement, je pense que le titre sera perdre la confiance et prendre le contrôle. Ouais. Si je voudrais revenir sur un point, tu vois, par exemple, la grossesse extra-utérine, c'est parce que j'étais en PMA que je l'ai su aussitôt. Parce que si j'avais pas fait les HCG le lundi, j'aurais pris mes saignements pour mes règles. En fait, c'était le jour annoncé de mes règles. Et donc, c'est seulement au cycle suivant, s'il n'y avait pas eu de règles au cycle suivant, que je me serais dit, il y a un problème. Et là, grâce au fait que j'étais en PMA et qu'en fait, j'ai fait les HCG à J14, j'ai su qu'il y avait une grossesse. Et voilà, et la grossesse extra-utérine, souvent, c'est pris en charge beaucoup plus tard. Et ça peut avoir des complications graves parce qu'en fait, si l'embryon augmente et commence à avoir des échanges avec la mère, en fait, et à faire de la vascularisation, à créer des vaisseaux, au bout d'un moment, ça peut éclater et faire une hémorragie interne. Et c'est là qu'on peut être dans une urgence vitale. Ouais, donc la grossesse extra-utérine, vraiment, c'est grave. Même s'il faut pas y penser de manière obsessionnelle, faut quand même un peu l'avoir en tête, je pense. Oui, complètement. Après, c'est vrai que comme tu le dis, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est suivi et qu'on fait des HCG, soit à J, voilà, soit à J, normalement à J14, bon, souvent à J10. Et que du coup, on a notion qu'il y a grossesse et que du coup, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il faut qu'on se fasse contrôler. Ouais. En tout cas, encore une fois, je te remercie beaucoup, Larissa, et surtout, je suis curieuse de connaître la suite de ta vie de famille maintenant. Bah oui, parce que tout est possible, tout est encore possible. Tout est encore possible, on en reparlera, c'est certain. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt, Constance. Merci. Au revoir. Je t'en prie. Je tiens une fois de plus à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au sponsoring du podcast via ma page Steady. Loin de moi l'envie de vous sursolliciter, mais j'ai aussi conscience que tous les épisodes ne sont pas écoutés et que vous n'allez parfois pas jusqu'au bout de l'outro, ce qui est normal. Alors je me permettrai de répéter régulièrement que cette page existe et qu'elle représente une autre proposition de soutien du podcast. Je ne sais pas si vous êtes allé jeter un œil sur les plans proposés, mais l'une des contreparties est de citer le prénom des nouveaux membres du mois en fin d'épisode afin de les remercier. Vous pouvez aussi offrir ces plans, c'est une excellente idée de cadeau dématérialisé pour les amateurs du podcast. Cette semaine, je souhaite tout particulièrement remercier Larissa justement. Merci pour ce soutien. Élise, que vous entendrez bientôt ici. Maud et Rachel, que vous avez aussi entendu dans les épisodes des séries spéciales de la Saint-Valentin et des demandes en mariage. Merci à tous pour ce soutien sans faille que je vous connais. En parlant des épisodes sur les demandes en mariage, je vous pose une boîte à questions demain sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast, pour que vous me proposiez votre contribution. Je vous en rappellerai les contours en stories. Pour finir, votre soutien quel qu'il soit est précieux et je vous en remercie infiniment. Vous pouvez donc soutenir le podcast sur ma page Steady dont vous trouverez le lien en bio du site Instagram du podcast. Vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité, le partager sur les réseaux sociaux, le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci pour votre soutien et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. World we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out, so I wanna feel a little less alone.